Faisons la rencontre aujourd'hui d'un créateur de jeux, mais pas que. Vous allez voir que le personnage que vous allez écouter maintenant a une carte de visite assez impressionnante, que ce soit pour des participations pour le magazine Ravage, pour une page internet et une page Facebook pour une communauté de ludophiles francophones. Tout cela, on va le détailler avec Philippe Tapie-Moquette-Gallois. Bonjour Philippe. Oui, bonjour. Alors, on va parler de vos créations de jeux, car il y a deux jeux qui vont bientôt être disponibles dans les magasins. On va parler de la communauté sur Facebook qui s'étend et dont vous faites partie, dont on fait partie, puisque j'avoue en faire partie aussi. Comment on devient, tout d'abord, j'ai envie de vous poser cette question, comment on devient créateur de jeux? Alors, je pense pas qu'il y a une méthode particulière pour devenir créateur de jeux. Moi, ma méthode, en fait, c'était simple, hein, comme je suis blogueur aussi, sur un petit blog qui s'appelle Le Grimoire d'Alchimiste. Je me suis toujours dit que la meilleure façon de parler de quelque chose, c'était d'aller sur le terrain. Donc, c'est-à-dire, si on veut parler de quelque chose, c'est de savoir de quoi on parle. Donc, j'avais plusieurs solutions. Je voulais parler des créateurs de jeux, justement, et j'avais plusieurs solutions. C'était soit les interroger un par un, et puis voilà, donc c'était une très très bonne idée. Et puis, je me suis dit, ce serait encore mieux si moi-même, je tentais le coup de créer un jeu, et puis de vivre tout ça et de raconter un peu. Donc c'est comme ça que ça a démarré en fait. Donc j'avais deux, trois petites idées qui traînaient dans l'esprit. Donc j'ai créé un jeu qui s'appelait Les Explorateurs, qui sera Blackwood bientôt. Et en fait je suis allé le présenter à un petit festival qui s'appelle, enfin un petit festival, et en fait je m'attendais à que ce soit un petit festival, mais il y a quand même pas mal de personnalités. Qui s'appelle Ludix, qui se passe à Clermont-Ferrand du mois de novembre de mémoire. Et en fait, je me suis pris à mon propre jeu parce que j'ai été nominé par le jury. Alors, j'ai pas gagné le prix, heureusement d'ailleurs, parce que ça m'aurait gêné d'arriver comme ça à la barre, enfin à tous par rapport aux autres qui avaient déjà l'habitude et de rafler le prix. Mais j'étais nominé, donc je me suis dit tiens, j'ai eu le petit frisson en fait, et c'est comme ça que j'ai décidé de devenir créateur de jeu. En fait, c'est un hasard, hein. Maintenant, je pense qu'il y a plein d'autres chemins possibles. Le principal, c'est d'avoir une idée, en fait, et d'essayer de l'amener jusqu'au bout, en fait. Mais à côté de ça, vous avez plusieurs étiquettes. Comme je le disais, vous écrivez aussi des articles donc pour Ravage. Vous vous occupez d'une page qui s'appelle Action Jeux. Vous pouvez nous parler de vos différentes activités? Alors bah oui. Alors bah la première chose, je vais aller dans l'ordre, je vais essayer d'aller dans l'ordre. Donc c'est ce que je disais, j'étais blogueur sur un petit blog qui s'appelle Grimoire d'Alchimiste. Je suis également partenaire dans une boutique qui est l'Alchimiste. Hein, on va pas faire de la pub, mais bon, j'en parle. Et puis de fil en aiguille par la passion du jeu, en fait, j'ai pris contact avec 20 jeux aussi, qui est un blog qui est tenu par une équipe de Belges très sympathique, hein, dont Swatch, vous connaissez peut-être. Donc c'est un blog qui est assez connu, et donc je suis rentré dans leur équipe aussi également pour parler des jeux. Donc régulièrement, je poste un avis sur les jeux sur ce blog-là. J'écris de temps en temps des news sur Trick Track, hein, donc ça c'est tout l'aspect blogueur. Et puis, créateur de jeux, ça c'est sûr. Et puis, ce qui m'intéressait également, c'était un site qui montait, qui m'intéressait, c'était Action Jeux. Donc, Action Jeux, c'est un site sur l'événementiel du jeu, donc qui a eu des partenaires éditeurs. Il y a 40 000 inscrits à peu près maintenant. Je travaille dessus en tant qu'administrateur avec Yannick Bouliac, son pseudo ça, pour monter un peu le site, le faire connaître. Donc on a mis des pages qui permettent de paramétrer des profils, et avec ces profils-là, les joueurs ont la possibilité de voir tout ce qui se passe autour d'eux en événement régulièrement. Donc ça c'est une des casquettes. Et puis bien sûr il y a la fameuse communauté des listes francophones, où je pense que là j'ai un peu plus de connaissances, hein. Donc à l'origine ça n'a pas été créé par moi, ça a été créé par Alexis Anne, qui aujourd'hui se lance en tant qu'éditeur. Et puis bon, il y a des événements ont fait que il a dû stopper des événements perso, des événements de temps aussi, il faut du temps pour ça. Il a demandé de l'aide et je me suis proposé. Donc on est 4 administrateurs en fait, hein, pour être précis. Alors maintenant j'avoue que parmi les 4, je pense être, sans vouloir me jeter de fleurs, hein, bien sûr, mais je pense être celui qui a le plus de temps à consacrer sur cette communauté.
Et j'ai vraiment en moi la passion de la développer en fait. Donc je trouve qu'il y a plein de gens sympathiques. Alors bien sûr des fois il faut surveiller, c'est pour ça que je fais un travail de modération dessus aussi. Mais avec 10 000 personnes, je me rends compte en fait qu'il y a plein de passionnés du jeu. Et on y trouve toujours une réponse. Hein. Si vous avez un point de règle, un avis sur un jeu, des conseils à avoir, on y trouve toujours une réponse, je dirais même parfois de trop. Si on n'est pas assez précis, on se retrouve noyé dans des centaines de réponses parfois. Donc, et puis je me suis aperçu qu'il y avait une espèce de mouvance qui se créait. Donc j'ai développé un logo, fait faire un sondage en fait pour avoir un logo. C'est un des communautaires qui l'a fait et là actuellement dernièrement je suis en train de voir pour produire des badges parce que voilà je me dis que dans la rue voilà qu'on a un festival ou dans une association quelqu'un a envie d'arborer son badge, plusieurs, et c'est ce que j'espère parce que comme ça si vous asseyez à une table vous êtes tout seul, vous allez croiser 3 ou 4 autres communautaires et puis dire ah t'es de la communauté, tu veux pas jouer avec moi, voilà ça va créer des liens en fait, c'est ce que je cherche à faire. Donc j'avais des personnes d'ailleurs qui m'avaient dit j'ai des soucis de santé, j'ai une mobilité réduite et ce badge ça me permettrait de croiser du monde, de dire voilà j'ai quelqu'un et puis je peux demander pour jouer avec, voilà c'est vraiment dans un but de créer des liens entre les joueurs quoi. Voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout comme casquette pour le moment. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas voilà. mal. Voilà. Et puis j'essaye également, comme j'aimerais bien aussi peut-être un jour me lancer dans l'édition du jeu. Donc soit créer sa propre maison d'édition, je sais pas si tout seul comme ça, si je me sens capable. En revanche, trouver quelqu'un qui serait prêt à s'associer avec moi, ça c'est une idée que j'ai en tête actuellement. Peut-être que j'exploiterai par la suite quoi. Juste pour revenir sur cette communauté des ludistes francophones, qui est une page donc qui regroupe 10 000 personnes à travers le monde, parce que la francophonie, ça veut dire aussi nos amis du Québec et d'autres pays. C'est une communauté qui peut intéresser n'importe quel joueur, que vous soyez petit joueur ou expert en joueur, et vous trouverez forcément une réponse. Mais comme vous le disiez, il faut être précis dans ces questions, sinon vous vous retrouvez sous la masse de réponses. C'est assez phénoménal, hein. Oui, c'est ça. Alors effectivement, quand je dis ludiste francophone, il faut bien comprendre francophone. D'ailleurs, lorsqu'on a créé le logo, on est parti sur les couleurs de la francophonie et non pas de la France. Parce que moi j'apprécie beaucoup, la preuve c'est que je suis chez 20 Jeux qui est un groupe Belge, blogueur de Belgique. Donc pour moi les joueurs belges, les joueurs suisses, les joueurs canadiens, québécois, il y en a parmi la communauté et pour moi tout ça c'est les dom-toms, hein, pourquoi pas aussi il y en a. Je trouve que, après c'est une question de langue tout simplement, hein, pour avoir plus de facilité. On aurait pu faire quelque chose d'international à la limite, hein, mais bon, on n'y est pas encore. Puis déjà 10 000 membres c'est déjà pas mal. Alors à ce titre ça grimpe à peu près entre, on va dire une moyenne de 20 à 25 membres par jour, donc c'est assez intéressant. Alors il faut faire un peu de tri des fois parce qu'il y a des demandes qui n'ont aucun rapport, mais je pense que la plupart sont des passionnés de jeu parce que l'avantage de Facebook, c'est qu'on peut voir quels sont les groupes des demandeurs auxquels ils sont déjà associés. Et en fait, c'est vraiment des passionnés qui viennent se rajouter. Mais ça peut être aussi des novices, effectivement. Donc l'intérêt justement de voir les novices, c'est qu'ils découvrent en fait quelque chose qui peut faire très mal à leur porte-monnaie, parce qu'ils s'aperçoivent qu'il existe des milliers de jeux qui trouveront forcément chaussures à leurs pieds. Et alors ils viennent avec des questions, on va dire plus généralistes, ils se retrouvent avec des centaines de réponses, c'est pas évident pour eux. Mais petit à petit, par dichotomie, ils vont réussir à avoir ce qu'ils cherchent en fait, et ils trouveront toujours le jeu qui leur convient. Et quand je regarde les réponses, je me rends compte qu'en fait, cette communauté part bien dans le bon sens à chaque fois. Hein, c'est pas pourquoi tu viens poser la question, qu'est-ce que tu viens nous embêter, au contraire, à chaque fois la personne est bien reçue, et c'est ça qui est important. Et puis l'actualité récente pour vous, Philippe, c'est la sortie de vos 2 jeux cet été. Alors courant de l'été, parce que des fois il y a des soucis de production, il faut repousser la sortie. Le premier jeu dont on devrait parler, c'est Blackwood.
C'est bien ça. Donc, alors Blackwood, c'est justement le jeu que j'avais présenté à Ludix, qui s'appelait Les Explorateurs à l'époque, qui va devenir donc Blackwood. On a simplement thématisé le jeu, donc en plus c'est un thème qui convient même mieux que l'ancien, où des sorcières, en fait, un conseil de sorcières dans un village où vivent plusieurs sorcières, et ils vont devoir recruter une nouvelle personne au sein de leur conseil. Donc pour ça, il faut avoir la meilleure renommée. Donc chaque joueur va essayer de rentrer dans ce fameux conseil en gagnant des points de victoire grâce à des petits pions qui vont peser sur des cartes forêts qui ramènent des ingrédients. Ces ingrédients vont être transformés en potions qui rapportent de la renommée. Donc, et ces potions vont servir à fabriquer des sorts qui vont leur permettre d'avoir encore plus de choses. C'est un jeu de réflexion combinaison, quoi, le placement. Il y a une petite mécanique assez sympathique de glissement de cartes, c'est ce que j'avais présenté à Elix, c'est ça qui avait plu justement. C'est un jeu qui sort chez Rune Édition, chez mon ami Rémi Gruber, là, donc on est devenus amis du coup. Il a été présenté à Paris Ludique en pré-vente en fait, donc avec des illustrations de Aloda Thomas Dutertre pour être précis, qui a fait un travail remarquable, j'adore ce qu'il a fait. On a souvent discuté ensemble d'ailleurs le soir, parce que moi je travaillais sur mes concepts de jeu et lui il était en train de travailler en illustration par Facebook, via Facebook. On est pratiquement devenus amis même comme ça. Et franchement le jeu est très très bon en plus, donc c'est bien. Et c'est un jeu familial? Je vais dire familial plus. Alors après on peut très bien jouer avec des enfants, mais ce serait plutôt des enfants qui auraient vers 8-10 ans, 8 minimum hein, quand même. 10 ans et qui ont déjà touché à des jeux, quoi. Voilà. Maintenant, effectivement, des enfants à partir de 10 ans, c'est sûr, ils peuvent y jouer, quoi. Un peu de réflexion. Après, c'est pas un familial ambiance comme on peut imaginer. Quand on dit familial, oui, c'est plutôt le niveau de difficulté. C'est un terme que tout le monde n'aime pas utiliser, mais il est courant. Donc familial plus entre les deux, quoi. Voilà, donc alors c'est un jeu qui a une durée, je veux dire pour une première partie on va dépasser un peu les 60 minutes si on est à 4 joueurs, et avec l'habitude ça a une durée quand même de 60 minutes, donc c'est pas un jeu qu'on sort rapidement à l'apéritif hein, non plus quoi. Voilà, et ça sort donc dans les vos crèmeries ludiques, normalement si tout va bien dans la première quinzaine d'août, donc voilà, il sera également présenté au Flip de Partenay en pré-vente aussi. Voilà. et puis le deuxième jeu qui est chez un autre éditeur, Morning, c'est Icahn. Voilà. Alors Icahn, c'est en C'est fait une autre c'est la mécanique. première. Ah oui, complètement, ça n'a rien à voir. C'est d'ailleurs ma première idée que j'avais mis de côté. D'ailleurs, j'avais reçu à l'époque, il y a très longtemps, une interview de Ransom Chronicle par téléphone aussi. C'est une idée que j'avais vraiment germé comme ça il y a très longtemps, même avant Blackwood, où je parlais déjà de cette mécanique-là. Donc le principe est très simple, c'est en fait un personnage qui est un aventurier qui va se déplacer dans un labyrinthe, accomplir des quêtes. Mais tout ça en aveugle. Donc on va dire, bon, c'est un jeu de mémoire, oui, en quelque sorte, mais toutes ces histoires d'aventure qu'il y a à faire, ces quêtes, donnent une dimension où on va vraiment rentrer dans le personnage. D'autant plus qu'il va falloir s'imaginer non seulement le chemin, mais aussi s'imaginer à l'intérieur. C'est-à-dire quand on dit je vais à droite ou à gauche, c'est le personnage qui va tourner et c'est pas sa droite et sa gauche à soi. Donc il y a une espèce de double dimension comme ça, et la plupart des joueurs s'imaginent vraiment dans le personnage, ils se mettent à tourner sur leur chaise, c'est assez marrant quoi. Donc c'est un petit jeu, je vais dire familial, puisqu'on peut jouer avec des enfants cette fois-ci, puisqu'il y a un mode boussole qui permet de simplifier les choses. Ça devait sortir à peu près en même temps que Blackwood, ça a pris un tout petit peu de retard à cause de moi en l'occurrence, parce que on a eu la première pré-prod et puis on s'aperçoit toujours qu'il y a des petites choses qu'on aimerait encore améliorer. Alors ça pourrait paraître transparent complètement aux joueurs, mais bon, quand on connaît le projet, quand on sait ce qu'il y a dedans, et qu'on sait combien de fois on va manipuler des choses, des choses comme ça, on se dit ça serait mieux si c'était comme ça. Ce sont des petits points de détail qui font qu'on recule en fait la date de sortie, hein, parce qu'on revient dessus. Donc là, normalement, alors qu'il était initialement programmé, on va dire, alors on avait annoncé l'été, hein, forcément, donc on savait, on s'est pas trop planté. On espérait sur le début de l'été, ça sera plutôt sur fin août en fait. Donc aux dernières nouvelles, c'est ça, quoi. Donc
je pense on est sur la bonne voie, hein, parce que j'ai déjà un exemplaire sous la main, voilà, donc c'est vraiment des petits points de détail auxquels je m'attache beaucoup parce que je suis un perfectionniste, malheureusement. Donc je vais embêter mon éditeur avec ça. Mais d'un autre côté, il y a une très bonne collaboration avec l'éditeur, et c'est super important pour un auteur. Enfin, je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais moi, personnellement, je suis content du design qu'ils ont fait, qui est absolument remarquable. Et là, ça promet aussi quelque chose de sympathique, surtout que j'avais imposé des règles. Quand j'ai signé le contrat, j'avais dit, attendez, moi je veux bien signer avec vous, mais je voudrais qu'on garde le paravent parce que c'est un jeu où il y a de la communication visuelle. Même si on joue en aveugle, en fait, quand on voit l'autre se fendre la poire, on se dit oh, je suis peut-être pas dans la bonne direction, et ça compte en fait. Il y a de la communication visuelle, donc ils ont gardé le paravent. Je leur ai dit il faut tout ça comme élément, parce qu'il y aura 10 modules à l'intérieur. Alors ce sont que des tuiles bien sûr, mais 10 modules qui fait qu'on pourra augmenter ou réduire la difficulté, ajouter des pièges, il y aura des pièces tournantes, des téléporteurs. C'est des trucs de fou, hein. Donc c'est pas parce qu'on joue une fois que le jeu est terminé, on peut vraiment faire varier le jeu. Et la deuxième contrainte, c'était de tenir dans une trentaine d'euros, et forcément ça demande beaucoup de travail pour dire bon, est-ce que je peux tenir de rentrer tous ces objets-là tout en restant dans l'optique d'une trentaine d'euros, parce que je tenais à ce que mon jeu en fait soit accessible par tous, quoi. Donc c'est important aussi le prix, hein. De toute façon, dans un jeu, quand on arrive en boutique, on voit un jeu à 80 euros, on va réfléchir 3 fois. Alors c'est sûr que s'il y a 2 tonnes de plastique dedans, on a tendance à mieux payer. Moi je dis qu'un bon jeu, ça doit tenir aussi compte du prix, c'est important. Donc voilà, toutes ces raisons font il va arriver un peu plus tard, mais on n'est pas du tout dans le jeu de réflexion, on est dans le jeu fun, ambiance, voire même on peut faire des tournois avec. Voilà. Et puis il faut rappeler que si le jeu est reculé, c'est aussi pour le confort des joueurs, que vous pensez tout d'abord à ceux qui vont utiliser ce jeu, et que il n'y a que à s'en réjouir. Exactement, c'est ça. C'est, comme je disais, c'est du perfectionnisme de mon côté, et d'un autre côté, je sais que si les joueurs ont le jeu en main, bon voilà, alors je vais vous donner un exemple tout bête en fait. C'est qu'il y a des pions dans lesquels on emboîte des socles. Je me suis dit, c'est dommage de devoir retirer des socles pour le ranger. Donc on va retravailler par exemple la boîte de rangement pour garder des pions une fois montés, voilà, et puis c'est des petites choses comme ça, quoi. Donc ça, bon, je vais pas rentrer dans les secrets de fabrication non plus, mais ce sont tous des petits points de détail qui font que j'aime beaucoup que les joueurs aient un confort à la fois du jeu et un confort visuel, et qui se concentrent surtout sur le jeu, et c'est ce qui compte le plus, quoi. Pour moi, l'intérêt, c'est d'amuser. Les gens s'amusent en fait, que ça soit même pour la communauté d'édition francophone ou pour mes propres jeux. Moi, je prends mon pied quand les gens s'amusent en fait. Intéressons-nous à cet aspect de créateur de jeux. On s'aperçoit que vous sortez 2 jeux, et que les 2 jeux sont dans 2 maisons d'édition différentes. Comment ça se passe quand on est créateur de jeux? On se fait démarcher, ou on va vers les maisons d'édition? Les 2 cas sont peut-être possibles. Ça se passe comment? Alors effectivement, je crois que je suis tombé sur les 2 cas justement. Vous avez le bon jeu en main au bon moment, et vous le présentez, et les éditeurs vont commencer à s'intéresser à ce que vous faites. Ça, c'est un des aspects sur un des jeux, je dirais pas lequel. Donc voilà, ça ne veut pas dire non plus qu'il va le prendre, hein. Il peut prendre le prototype, le retester chez lui, puis se dire c'est pas dans ma gamme à moi, ce qu'il me demande c'est trop compliqué à mettre en place, on a d'autres projets en cours, mais ça peut être effectivement des éditeurs qui viennent carrément à vous, parce qu'ils ont vu tourner le jeu, parce qu'ils y ont joué même carrément, parce qu'ils en ont entendu parler. Et ça c'est vraiment le pied, parce que d'un côté vous dites j'ai rien à faire, j'ai pas besoin de chercher, j'ai pas besoin de me casser la tête, ils sont tous prêts à signer. Donc ça c'est un côté intéressant. L'autre côté, c'est peut-être une véritable bagarre, c'est-à-dire vous arrivez avec un jeu et vous voyez bien que l'éditeur est intéressé, donc c'est vous qui avez pris rendez-vous, vous montrez à l'éditeur, ou au coin d'un festival vous en trouvez un, et puis il vient s'asseoir pour voir.
sans forcément plus, quoi. Hein. Donc vous présentez votre jeu et vous sentez bien que vous l'accrochez, mais il y a toujours le mais en fait qui fait que vous voyez bien qu'il manque quelque chose à votre jeu. Donc là, ça demande en revanche du travail, du développement. Il faut écouter toutes les critiques, il faut retravailler le jeu. Il faut se dire bon, il manque ça, c'est pas bon, ça c'est très bon. Il y a tout un travail de développement qui peut être fait et il faut avoir aussi des éditeurs qui sont prêts à se dire son jeu était pas mal mais il manquait des trucs et puis qui sont prêts à vous revoir une seconde fois. Et puis la seconde fois, si ça accroche, ben voilà, ils sont enchantés, et ça peut être une troisième fois, pourquoi pas. Alors ils peuvent pas passer non plus trop de temps avec vous parce qu'ils ont parfois plein de prototypes qui viennent de droite et de gauche, donc ils doivent aussi faire leur propre choix, c'est évident. Mais si vous sentez que le jeu a une accroche, il ne faut pas l'abandonner en fait. Et il ne faut pas abandonner aussi le fait de se dire tiens voilà, je te l'ai montré il y a un an, tu veux le revoir, j'ai retravaillé le truc. Alors il faut être sûr de soi bien sûr après. Hein, il faut avoir des retours positifs entre les périodes où vous avez retravaillé le jeu. Voilà, donc en fait, je vais dire à la limite, il n'y a pas de secret, faut que ça plaise à l'éditeur et que ce soit du premier coup ou au bout d'un certain temps, c'est le bon moment en fait, ce que j'appelle le bon moment, le jeu qui plaît, celui qui rentre dans la gamme de cet éditeur-là. Alors bien sûr, il ne faut pas non plus aller voir tous les éditeurs non plus. Chacun a, on va dire, sa spécialité. Je vois mal par exemple arriver avec un jeu expert, par exemple chez Cocktail Game. Il va dire bah non, ça rentre pas dans mes boîtes. Voilà, donc c'est pas notre ligne. Alors après pourquoi pas. Et inversement, arriver avec un jeu d'ambiance chez un éditeur qui fait que des jeux experts, je le conçois pas forcément non plus. Donc il faut aussi se dire, faut trouver le bon éditeur qui sera intéressé, ou les bons éditeurs qui seraient intéressés. Après c'est vrai que quand ils viennent tous à vous sans que vous ayez rien à faire, ça c'est quand même top, quoi. Ça c'est top. Ça veut dire que vous avez le bon jeu en main, quoi, finalement. Et puis pour les jeux, il faut aussi trouver des fois des illustrateurs parce que quand on est créateur de jeux, on ne sait pas forcément dessiner. C'est important de tomber sur le bon illustrateur, j'ai envie de dire. Ah oui, carrément. Alors moi, en fait, j'ai oublié de le dire, je tiens une autre petite page Facebook qui est beaucoup moins connue, qui s'appelle Game of Illustrator. Il y a quelques likes, voilà, et j'aime y poster les jeux que je trouve qui ont des belles couvertures. Et pour moi, c'est indispensable. C'est-à-dire que quand je rentre dans une boutique de jeux, une belle boîte va déjà faire le premier pas en fait pour le jeu. C'est-à-dire vous voyez une belle boîte, une belle illustration, même si à l'intérieur c'est pourri, vous allez quand même le prendre, vous allez quand même regarder, vous allez quand même regarder ce qu'il y a derrière. Et pour moi, ça c'est le travail de l'illustrateur qui est là en fait. Donc si on a un super jeu dans une boîte toute moche, ça se saura en bouche-oreille. Si vous avez une superbe boîte, sans bouche-oreille, sans rien du tout, forcément la personne va l'attraper. Après, s'il y a un jeu mauvais, alors j'ai pas le droit de dire ça, mais s'il y a un jeu qui vous plaît pas derrière, forcément vous allez être déçu. Si le jeu est bon en plus derrière, c'est top, quoi. Donc si vous avez un jeu intéressant et en plus une belle illustration, de belles illustrations, il y a aussi le design qui compte, hein, c'est-à-dire le packaging, la façon dont c'est présenté. Pour ça, Morning est très fort d'ailleurs. Donc tout ça, c'est un ensemble qui est important. En revanche, il faut bien comprendre que l'illustration, c'est essentiellement un choix dirigé par l'éditeur. Voilà. Donc même la thématique des fois. Donc c'est l'éditeur en fait qui peut vous imposer ça sur votre propre jeu et vous n'avez pas forcément quelque chose à dire parce que c'est lui qui va finalement concevoir le jeu final qui sera en boutique. Alors moi j'ai eu la chance quand même d'avoir des éditeurs qui m'ont posé la question, qui m'ont dit qu'est-ce que tu penses de lui ou cette personne-là. J'ai eu des choix. Donc ça a été le cas par exemple pour Blackwood. On m'a proposé plusieurs choix où j'ai dit ben moi je veux lui, quoi. Bon après c'est un coup de poker et si l'éditeur est d'accord c'est encore mieux. Et là franchement vu les illustrations que j'ai expliquées tout à l'heure sur Blackwood, si l'auteur a la faculté de
pouvoir, enfin la possibilité de participer au choix de l'illustrateur, c'est encore mieux. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est du travail d'édition en fait. Donc c'est pareil sur le matériel par lui-même. Si vous avez un éditeur qui est sympa, qui vous fait participer, moi j'ai cette chance-là aussi, qui vous dit qu'est-ce que tu penses de ça, qu'est-ce que tu penses de ça, c'est encore mieux. C'est pas forcément vrai. Donc il faut bien comprendre qu'en tant qu'auteur de jeu, on n'a pas forcément la main sur tout ça en fait. J'ose espérer que les auteurs écouteront ce que je suis en train de dire. Si vous avez la chance de participer, c'est vraiment un bon point, quoi. Donc ça, c'est quelque chose auquel vous pouvez en parler dès le moment où on signe avec l'éditeur, de dire j'aimerais bien être au courant, voilà, un petit peu dans le projet. Voilà. Après, il y en a qui s'en fichent, il y en a qui veulent pas le savoir, ils ont signé les jeux, voilà, ça devrait y être aussi, quoi. Voilà, mais pour moi, l'illustration, c'est vraiment quelque chose auquel je tiens beaucoup. Et d'ailleurs, il y a des personnes comme Maëva, Arnaud, que j'aime bien beaucoup, ce qu'il fait. Je parle d'Arnaud de Maegn, qui était l'ex-illustrateur d'Istari, on va dire. Il est toujours illustrateur, mais Istari n'existe plus. Voilà ce qu'il fait, j'adore ce qu'il fait. Vincent Dutray, ce sont des gens que j'aime bien mettre en avant, parce que je trouve que, quelque part, il y a un jeu intéressant, même si l'auteur est parti de la feuille blanche, qu'il a sorti une mécanique. S'il n'a pas un illustrateur de haut vol qui correspond bien avec le jeu, quelque part, le jeu perd, on va dire, 30 à 40% de ce qu'il devrait être en fait. Et une belle illustration derrière, c'est vraiment important, vraiment. Merci Philippe Tapie-Moquette-Gallois, on l'a bien compris, vous êtes un passionné du jeu en général et dans sa plus grande forme. Vous écrivez pour Ravage, il y a Action Jeu, il y a le groupe des ludistes francophones et il y a cette actualité avec ces deux jeux qui vont sortir cet été. Blackwood chez Rune Édition, j'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler avec Monsieur Gruber que j'ai eu au téléphone pour une prochaine interview. Et puis chez Morning, le jeu ICANN, ces deux jeux, il faut les surveiller, ils vont sortir très prochainement et ça inaugure de très bonnes parties de jeux. Merci beaucoup. Merci à vous, et puis bon amusement sur mes jeux, j'espère. Voilà, et puis sinon sur d'autres jeux, continuez à vous amuser, et puis la communauté des ludistes est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de souci. Il y a un logo et il est reconnaissable. Merci à vous, à très bientôt. Au revoir.